Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est PrépAMD sous forme d'une vidéo échantillon en essayant de toucher à tout. Donc, comme vous le voyez ici, il y a le sommaire que j'ai écrit. Donc, je vais commencer par une intro orale, une présentation de qui on est, de ce qu'on fait, etc. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais aussi la plus complète. Et ça devrait durer quelques minutes. Et ensuite, je vais donner donc un exemple de théorie, un exemple de théorie sur la chimie, un exemple d'exercice d'optique et quelques exemples d'exercices de la partie 2. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est pas bon. Voilà, partie 2. Je vais mettre tous ces exemples et cette intro orale histoire de faire une vidéo assez complète d'échantillons pour ceux qui s'intéressent à notre projet PrépAMD justement qui a pour but la réussite de l'examen d'entrée de médecine et de dentisterie en Belgique. Donc premièrement pour l'intro orale je vais pas rentrer dans les détails comme j'ai dit parce on a une autre vidéo qui en parle, mais globalement, on a créé PrépAMD, donc PrépAMD qui est un cours en ligne sous forme de vidéo, c'est-à-dire qu'on a des vidéos de théorie et des vidéos d'exercice, bien sûr connectées à la théorie, qui sont totalement complets, de la quatrième secondaire à début de bac 1, tout début de bac 1 pour être bien complet, et également les corrigés des examens, des anciens examens de Flandre et des examens de francophonie, même si on n'a pas énormément, étant donné que c'est la troisième, ça va être la troisième année, oui, donc ça va être il y en a déjà eu deux, quatre, il y a déjà eu 5 examens en gros, donc il n'y a pas encore énormément d'annales. Donc, comme j'ai dit, c'est un cours en ligne sous forme de vidéo. Et on a fait ça justement, on est arrivé à cette idée de faire ça parce qu'on était deux professeurs privés, étant en médecine. Et on a remarqué qu'en étant prof privé, déjà, on peut pas toucher énormément d'élèves parce que tout simplement donner un cours privé ça prend du temps et c'est difficile d'organiser des classes à plusieurs quand on est professeur vraiment particulier. Deuxièmement, on a remarqué que on avait beaucoup de demandes et qui nous disaient que ouais, les prix étaient un peu trop hauts, mais même si c'était des prix normaux pour des cours d'université, d'un niveau universitaire, ça allait entre 25 et 30 euros. Mais on est conscient que enfin, certains n'ont pas les moyens de se payer ça. Donc on a essayé de trouver une solution et notre solution a été euh, de faire ça sous forme de cours en ligne, sous forme de vidéo vraiment complète et vraiment à moindre coût parce que un élève qui voudrait faire par exemple tout physique, ça lui prendrait des dizaines d'heures des dizaines d'heures de cours particuliers et ça reviendrait extrêmement cher. Donc voilà. Euh, on voulait vraiment qu'un maximum de gens aient accès. C'était notre but premier. Donc ensuite, pour préparer ce cours, on s'est penché sur bien sûr nos cours de secondaire, mais également sur les cours sur divers ouvrages, des ouvrages très reconnus de Book. On s'est aussi inspiré de nos matières, de la matière de nos cours de bac 1. Parce qu'en bac 1 médecine et dentisterie, on a toujours des cours de biologie, chimie, physique, qui même si pour certains élèves ça peut paraître un peu dérisoire, bon, biologie, ok, mais il y en a qui comprennent pas pourquoi on a de la physique et de la chimie encore à ce niveau. Vous verrez dans le futur de vos études que la chimie et la physique est partout dans notre corps. Donc, euh,
Comme j'ai dit, on s'est penché non seulement sur les cours, mais aussi sur la manière dont les questions de l'examen d'entrée sont posées. Parce qu'on a voulu adapter notre méthodologie et donc faire au mieux pour l'élève, et ce de diverses manières différentes et pour des raisons différentes. Enfin, pour moi, la raison principale est que on a énormément de profils d'étudiants, enfin, tout simplement parce que l'enseignement est assez inégal en Belgique, vu que on n'a pas de bac comme en France. Ils ont une évaluation commune à toutes les écoles. Et en Belgique, c'est pas le cas, donc il y a vraiment une inégalité, pas des chances, mais oui, quand même une inégalité des chances de réussite due aux différents professeurs. Il y a des meilleurs professeurs que d'autres, il y a des meilleures écoles que d'autres. Ça commence à être reconnu, c'est un fait. Et je pense justement que notre prépa sous forme de vidéo, il est totalement possible de rattraper n'importe quelle lacune. Alors, ce qu'on trouve important aussi, c'est que c'est que cet examen d'entrée les questions de cet examen d'entrée sont faites par des professeurs de médecine de bac 1. Et on est deux étudiants et on est passé par la bac 1, là on est en fin de troisième. Et on connaît ces professeurs, on sait ce qu'ils apprécient tout particulièrement et on le ressent à chaque fois, on le ressent très particulièrement dans chaque examen. Il y a vraiment des chapitres qu'ils adorent, notamment par exemple en physique les ondes. Euh, Si par exemple on va voir dans la matière de physique de l'examen d'entrée, il y a un énorme bloc sur la biomécanique, la mécanique, etc. Et il y a peut-être 2 lignes sur les ondes, mais le chapitre des ondes est très important parce que c'est de la pure compréhension. Et en physique, notre prof à l'UCL, il s'en foutait des calculs. Et en physique, il s'en fout des calculs. Il faut de la compréhension théorique. Et sur cette base de compréhension théorique, vous pourrez réussir l'exercice. Et donc, on s'est dit qu'on était vraiment très bien placé, étant donné que on a eu ces profs d'université de bac 1, donc de première année de bachelier en chimie et physique. Et c'est une opportunité excellente pour nous de partager notre savoir, sachant on connaît les points forts et les points faibles de ces professeurs. Alors, faut savoir que tout de même, on a préparé notre cours en ligne pour vraiment couvrir de A à Z toute la matière de la quatrième au début de bac 1, comme j'ai dit. Pourquoi au début de bac 1? Mais on va dire les premières semaines de bac 1, hein, pas plus loin. Pourquoi le début de bac 1? Parce que, selon moi, il est important d'essayer au moins de comprendre euh, ce qu'on cherche à développer en fin de secondaire pour avoir plus de facilité justement pour l'examen d'entrée. Parce que l'examen d'entrée peut avoir un niveau légèrement plus compliqué euh, que les secondaires tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter un tout petit peu de matière du début de bac 1 pour vraiment tout couvrir et être sûr parce que ça nous tient à cœur d'avoir des étudiants qui ont des bons résultats aussi. Ça reflète notre capacité à enseigner. Euh, donc si je peux résumer tout ça brièvement, c'est un cours en ligne qu'on peut suivre à son rythme sous forme de vidéo. C'est un cours complet, vraiment complet, partie 1, partie 2. Et c'est un cours qui va être encadré par nous, professeurs. Donc on est deux. Euh, Pourquoi encadrer? Parce qu'il y a certains élèves qui ont besoin d'aide méthodologique ou d'aide sur certains problèmes de compréhension et on sera là pour les aider.
Voilà, bon, j'avais dit quelques minutes, ça fait quand même une dizaine de minutes que je parle, mais je pense qu'il était important que tout ça soit clair. Alors, donc pour le 1, bon, pour notre premier, ok, j'ai assez parlé, j'ai assez emmerdé tout le monde. Voilà. Maintenant, on va passer à notre numéro 2 ici. Notre numéro 2 qui est notre exemple de théorie sur la dilution en chimie. Alors, notre exemple de théorie sur la dilution en chimie, c'est... j'ai choisi la dilution parce que c'est... la dilution se base sur une seule formule, et est un peu à part du reste. Donc je trouvais ça bien de l'utiliser ici. Alors, je profite aussi de cette vidéo pour vous montrer la manière dont on enseigne, c'est-à-dire qu'on enseigne sous forme sur tablette, en écrivant ou en faisant des dessins. Pour moi, il est très important de faire des dessins, surtout en physique et en chimie. Bon, un peu moins en maths, mais la physique et la chimie sont très visuelles, étant donné qu'il y a des chapitres tels que l'optique et la mécanique, où il y a des forces, où il y a des rayons, extrêmement important de faire des dessins. Ils peuvent être dégueulasses, les dessins, hein. D'ailleurs, moi, je sais pas dessiner, vous allez très vite le voir, mais il faut avoir un support visuel pour avoir une bonne compréhension. Donc, pour l'exemple de la dilution, je vais prendre un exemple bon, qu'on connaît normalement tous, c'est l'exemple de la grenadine. L'exemple de la grenadine, ben, je vais prendre un verre ici, donc je dessine un verre, hein, et je vais mettre un petit peu de grenadine au fond, tout simplement. Je vais mettre un peu de grenadine au fond, et je vais représenter ça, je vais mettre 6 points rouges. On va dire que j'ai 6 quantités de matière de grenadine. Voilà. Parce que j'essaye d'expliciter ça et d'en donner un nombre, parce que j'ai pas envie d'en donner un volume, mais parce que là on parle vraiment de quantité de matière. Donc j'ai ma grenadine qui est au fond de mon verre, et pour l'instant j'ai rien d'autre, j'ai que de l'air. Ici j'ai que de l'air, ok? Donc j'ai de la grenadine au fond de mon verre. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, bon, c'est le même verre, mais je le dessine un peu plus grand. Ouais, non, je vais pas faire ça quand même. On va dessiner plus ou moins le même verre, voilà. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Hop. J'ai toujours mes 6 quantités de matière. Mais j'ai rajouté de l'eau. Donc ici, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc mon verre est quasi plein, mais il y a de l'eau, ok? Donc ce qui est important de comprendre, et bon, je vais déjà énoncer la formule qui nous intéresse ici. La formule, c'est la formule de la concentration, donc c'est la concentration qui est égale au nombre de moles sur le volume, donc en moles par litre, bien sûr. Voilà. Et d'où on va trouver N est égal à C fois V, la concentration fois le volume. Et ce qui est très important de comprendre dans la dilution, c'est que ici, notre quantité de matière, j'ai dit que j'avais mis 6 aléatoirement, j'ai mis 6 quantités de matière de grenadine dans mon verre, et en fait, je l'ai dilué avec de l'eau, mais ma quantité de matière est toujours la même, hein. Ma quantité de matière est toujours la même. Pourquoi? Parce que il faut pas voir l'eau comme de la matière dans le cas de la dilution. L'eau ne sert qu'à diminuer la concentration. Donc la quantité de matière est la même. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mes 6 boules rouges, mes 6 quantités de matière rouge, on va dire. Ok? Donc maintenant, je vais noter ça dessin 1. Ça, dessin 2. Donc je vais reprendre mon dessin 2 ici. Je vais le redessiner. Hop là. Je vais le redessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec toujours mon eau. Hein, mon eau qui est là. J'ai toujours mon eau. Et maintenant, je
qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un échantillon, une partie, donc par exemple avec une pipette ou je sais pas, un plus petit verre, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre, je sais pas, on va venir prendre ça. On va venir prendre ça. Voilà. Donc on va se retrouver avec une petite pipette où il y a de l'eau et 2 grains rouges, ok? 2 grains rouges, donc 2 grains de grenadine, si je puis dire. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, je fais ça juste pour vous montrer ce que ça donne, hein. C'est pas un exercice, mais c'est pour comprendre ce qu'il y a. Donc je fais ça et ensuite je vais le transvaser dans un nouveau verre. Donc un verre vide. Donc dans mon verre vide, donc ça je vais noter 3 et ça je vais noter 4. Et dans ce verre vide, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. Donc je vais avoir mes 2 grains et de l'eau. Mes 2 grains et de l'eau. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que, bon, ici, ma quantité de matière que j'avais ici, elle est la même que la quantité de matière que j'avais ici. Autrement dit, n est égal à C sur V, C fois V, qui est égal à C fois V. Autrement dit, ces multiplications-là, venant d'ici et d'ici, nous permettent de dire que C1V1 fois C2V2, C1V1 est égal à C2V2. En général, dans les exercices de théorie de dilution, on nous en donne 3 de ces 4 inconnus et on cherche la dernière, ce qui est pas très compliqué. Donc ça c'était pour la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on va parler de concentration plutôt. On va parler de concentration, c'est-à-dire que ici je vais avoir une certaine concentration. Donc la concentration, comme on l'a dit ici, c'est le nombre de moles par litre. Donc si par exemple ici dans mon dessin numéro 2 j'ai une certaine concentration et que j'en tire avec mon écouvillon jaune une certaine partie, ma concentration ne va pas varier. Ma concentration, elle va être la même. Donc cette concentration ici, cette C de 2, on pourrait dire, va être égale à ma C de 3. Pourquoi? Parce que je prends une partie du liquide, enfin je prends une petite partie de liquide qui était dans le verre. Et la concentration, on va dire qu'elle est homogène partout dans le verre, donc j'en prends une partie, la concentration va être la même. Par contre, ce qui va être différent, cette fois, c'est la quantité de matière. La quantité de matière de 2 ici va être différente de la quantité de matière de 3. Pourquoi? Parce que ici, il suffit de voir les boules rouges, hein. Ici, j'ai 6 boules rouges, et ici, j'ai 2 boules rouges. Donc là, ma quantité de matière va changer. Et forcément, si ma quantité de matière est la même et que ma concentration est la même, c'est que le volume a également changé. Et c'est logique, vu que en 2 ici, on a un volume beaucoup plus grand, et ici, on a un volume beaucoup plus petit. Donc, ce que je voulais dire, bon, maintenant, je vais faire une pure dilution avec notre 4, vraiment une pure dilution pour terminer l'exercice, la théorie là-dessus. C'est un mélange exercice théorie, mais faut de la compréhension, quoi. Donc ici en 4, j'ai pris, si on se souvient bien, j'ai pris mon écouvillon du 3 que j'ai pris une partie de ce qu'il y avait dans le verre en 2 et je l'ai mis dans le 3. Ce qui se passe, et c'est là qu'est vraiment la dilution. Donc ici on va faire un beau, bon c'est un peu mélo, mais voilà, on va faire comme ça. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau là-dedans. Je vais rajouter
de l'eau dans mon verre. Ce qui fait que ici on va dire que mon niveau arrivait là, cette fois il va arriver là. Tac, 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 tac. Et j'ai toujours mes 2 grains rouges. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Ma quantité de matière est la même, on est d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai toujours autant de grenadine d'un côté comme de l'autre. Par contre, ma quantité de matière est la même, mais le reste a changé. Pourquoi? Parce que on voit que ici on a un volume, je vais mettre V comme ça, qui est plus petit qu'ici. On est d'accord, hein? Il y a une plus grande hauteur d'eau ici que là, hein. Et donc, s'il y a plus de volume, il va forcément y avoir moins de concentration. Voilà. C'est là que réside vraiment la dilution. Donc en partant de quelque chose qui est, on va dire, de la grenadine, et on rajoute de l'eau, on dilue, ce qui fait que on augmente le volume et on baisse la concentration. Mais, ce qui est important, c'est que N1 reste, N1 ne bouge pas. N1 égale N2, donc la quantité de matière est fixe. Donc la quantité de matière ne change pas. Ne change pas, voilà. Et ça, bien sûr, il y a des exercices dans notre cours pour bien en parler. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'exemple concernant la dilution de chimie, donc dans la partie scientifique toujours. Donc maintenant, on va attaquer notre exemple d'exercice d'optique en physique. Alors celui-là, je l'ai trouvé... c'est un exercice d'optique qui a été donné à l'examen d'entrée de 2018. Je sais plus si c'était juillet ou septembre, juillet ou août ou septembre, je sais même plus. Comme vous voyez, les réponses sont en vert. Ça veut dire que la question a été annulée. Mais j'ai quand même été récupérer ça parce que pour moi la réponse a été annulée à cause d'un défaut dans la question. Mais c'est une question vraiment connue en physique qui est tuyau et qui est super intéressante à comprendre parce que c'est le cas d'un miroir plan, donc le miroir qu'on utilise chaque jour pour se regarder dans la glace. Un miroir plan, c'est un miroir plat, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, l'erreur qu'ils ont commise, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous dit que un homme se tient debout face à un miroir vertical, donc un miroir plan, situé à une distance de 2 mètres. Ok. Ses yeux se trouvent à une hauteur de 180 cm, d'accord. À quelle hauteur maximale doit se trouver le bas du miroir pour qu'il puisse voir ses pieds? Pour moi, l'erreur ici, c'est pas hauteur maximale, mais c'est hauteur minimale. Parce que hauteur maximale, ça n'a pas vraiment de sens, et on va voir pourquoi après. Pour moi, c'est à quelle hauteur minimale doit se trouver le plan, le bas du miroir, en gros. Pour que le bonhomme puisse voir ses pieds. Donc, là, peut-être qu'en voyant ça, on se dit, ouais, il n'y a pas beaucoup... Pardon. Il n'y a pas beaucoup de données. Comment je vais faire? Bon, direct, comme j'ai dit, physique, optique, on fait des dessins. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de données, et en plus, on va se rendre compte que cette donnée-ci, les 2 mètres, c'est une donnée inutile. Enfin, pas totalement inutile, mais elle va nous servir à rien dans ce cas-ci. Donc on va faire des dessins. Bon, pareil, comme j'ai dit, je suis pas dingue en dessin, je suis pas un très bon dessinateur, mais on va faire on va faire ce qu'on peut. Donc on va se dessiner un petit bonhomme sans bras parce que aller avec bras. Non, sans bras, ça sera plus pratique. Ou alors avec un seul bras, parce que sinon l'autre bras va m'emmerder. Un bonhomme avec on va mettre un miroir ici, voilà. C'est un miroir plan, ok?
miroir plan. Et qui dit miroir plan, en fait, quand il y a le miroir plan, il n'y a qu'une seule chose qui nous vient à la tête, normalement, et qu'on a vu en théorie, c'est que l'angle... c'est que qui dit miroir plan dit réflexion. Hein, dit réflexion. Qui dit réflexion dit qu'il y a le θ incident qui va être égal au θ réfléchi. Autrement dit, mon rayon incident va se réfléchir avec le même angle. C'est-à-dire que, bon, ici on va quand même rajouter le fait que ici ça fait 2 mètres, mais soit. Étant donné que c'est un miroir plan, l'image va se former 2 mètres plus loin également. Et donc on va se retrouver, vu que c'est un miroir plan, tac, 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 comme ceci et comme ceci. Bon, déjà là on s'est fait un petit dessin, ouais. Logiquement ça devrait être ici, ça, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas très important. Bon, on s'est fait un petit dessin, on comprend déjà mieux, ok. Bon, est-ce qu'on avance un peu en faisant ça? Pas vraiment, mais maintenant on va s'intéresser aux rayons. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que ses yeux se trouvent à 180 cm du sol. Donc les yeux se trouvent à 180 cm du sol. Et ça, c'est très important. On va voir pourquoi. Donc on va dire qu'il est sur le sol, hein, ici. Bon, je vais dessiner le sol en gris, comme ça. Tac, 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 tac. Sol. Et en rose, ici, ça va être mes 180 cm. Voilà. Donc maintenant, il va falloir repenser à la loi de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'homme qui se tient debout puisse voir ses pieds. Donc, il faut que le rayon des... Ouais, j'ai mal dessiné ça. Il faut que le rayon des pieds... Je vais dessiner ça comme ça. Je vais dessiner un rayon incident des pieds. Tac. Il faut que ce rayon incident des pieds passe comme ça et revienne jusqu'à ses yeux. Hein, comme ceci. Pourquoi de cette manière? Parce que... Pourquoi de cette manière? Parce que il faut que l'image... en fait, bon, déjà, il faut que le bonhomme puisse voir l'image de ses pieds. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il va y avoir un... Bon, je vais dessiner ça comme ça. Ça va être ma normale, ok. Ça va être ma normale. Ici, je vais avoir mon angle incident et ici mon angle réfléchi avec mon angle incident qui est égal à mon angle réfléchi, bien sûr. Autrement dit, pour que, bon, je répète, mais celui-là va comme ça et part bien sûr d'ici, parce que mon image est virtuelle, étant donné que c'est un miroir plan. Mon image est virtuelle, et donc il faut que cet angle I soit égal à l'angle R, forcément. Donc les rayons réfléchis du pied doivent arriver aux yeux. Ça, c'est très important. Doivent arriver aux yeux. Voilà. Et donc, rien qu'avec ce petit schéma, on voit que on est... on n'a pas droit à la latte, je crois, à l'examen d'entrée, mais on voit qu'on se rapproche pas mal de la moitié quand même. Hein. Et c'est pas un hasard parce que, en fait, je peux dessiner ça plus grand. Je peux dessiner ça beaucoup plus grand. Donc j'ai mon bonhomme, tac,
tac, tac. C'est beaucoup plus grand ça? Je crois pas, non. Allez, tac, tac. Voilà. Donc je vais toujours avoir mes 2 mètres, je vais avoir mon petit bonhomme. Hop. Donc dans un miroir plan, l'image est la même, hein, est de même taille, de même distance. Donc les rayons réfléchis du pied vont arriver aux yeux du bonhomme. Et ce qui est très intéressant, c'est que là j'ai augmenté... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la taille de tout, donc c'est pas pratique, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Parce que sinon c'est comme si je mettais ce que j'ai fait à une autre échelle et vous verrez pas la différence. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe encore avec le pied? Donc les rayons du pied sont toujours réfléchis, hein. Enfin, les rayons de n'importe quelle partie du corps. Enfin, je vais prendre par exemple le rayon du bras, d'ici. Ce rayon-ci, il va aller jusqu'ici, dans ce sens-ci, et puis il va se réfléchir là. Il va se réfléchir là, vers l'œil. Si je prends maintenant en jaune le rayon, je sais pas, on va dire que c'est son genou ici, et son genou, il va faire comme ceci, tac, et comme ceci, tac. Donc toujours les angles de réflexion sur un miroir plan sont les angles incidents valent les angles réfléchis. Ce qui veut dire que là en jaune c'est rayon du genou. Autrement dit, si j'efface cette partie du miroir, eh bien, bon, j'ai oublié de dessiner ça, vers son autre genou, voilà, enfin son genou virtuel. Si j'efface cette partie du miroir, le bonhomme pourra se voir dans le miroir jusqu'à son genou, et pas plus loin. Pourquoi? Parce que les rayons réfléchis ne peuvent arriver que jusqu'ici, jusqu'à cette hauteur. Par contre, si je reviens un peu plus haut ici, en fait, si maintenant j'efface ici ceci, hop, jusqu'ici, on se rend compte que là, si je retire la moitié de la hauteur de l'homme, donc que j'ai mis ici en trait vert, je peux voir les pieds. Pourquoi? Je vais refaire ça. Je vais le refaire juste ici à côté. Je vais pas laisser assez d'espace, mais ça devrait aller. Enfin, quoique, est-ce que je peux encore rajouter? Ah, c'est bon, c'est parfait. Ils ont rajouté des options, parfait ça. Voilà. Donc si je refais un dernier dessin, mon petit bonhomme est là. Hop, j'ai mon miroir que je mets en vert cette fois. Mon rayon. En fait, ouais, il faut que je montre d'autres rayons aussi pour que ce soit plus clair pour vous, je pense. C'est-à-dire que j'ai ce rayon-ci qui va arriver comme ça, avec, comme je l'ai mis, cet angle qui vaut cet angle. Mais le pied va envoyer énormément de rayons. Il va envoyer des rayons par là, des rayons par là, des rayons par là. Il va envoyer énormément. Et bon, celui-là, on va le retirer. Mais en gros, il va envoyer des rayons. Et à chaque fois, tac, 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 ces rayons vont repartir. Donc celui-là, son rayon réfléchi, il va être ici. Donc si
je mets celui-ci, son rayon réfléchi sera comme ça. Bon, si je prends le rouge, tac, 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 son rayon réfléchi va être ici. En gros, pour le voir, parce que la rétine c'est comme un écran, on va dire. On affiche des rayons, enfin les rayons tapent sur la rétine et puis le cerveau s'occupe de les remettre à l'endroit. Et en gros, si mon œil avait été ici, là où je mets la boule bleue, eh bien le rayon rouge aurait transmis l'image du pied. Si l'œil avait été là. Mais pour que ça fonctionne correctement, enfin pour que l'exercice soit correct plutôt, tac, 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 tac. Pour que l'exercice soit correct et pour que ce soit un miroir plan, il faut vraiment prendre l'angle maximal en soi, donc l'angle correspondant. En fait, il faut simplement tracer la droite qui part de ce pied-ci jusqu'à l'œil. Ouais, je ne l'ai pas du tout bien fait. De là jusqu'à l'œil. Voilà. Et ensuite... Ouais, c'est pas clean ça, c'est pas clean, c'est pas clean. C'est parce que le rayon est mal dessiné de ma part, autant pour moi. Autant pour moi. Donc si je dessine ça correctement, normalement... Oh là là, qu'est-ce que je fais? Si je dessine ça normalement, mon rayon va arriver plus ou moins ici, puis repartir donc voilà comme ceci. Jusqu'à l'œil. Bon, bien sûr, je le fais main levée, donc c'est pas propre, mais si vous le faites avec une latte, c'est nickel, quoi. Et donc ici, on voit bien que mon rayon extrême, enfin les seuls rayons qui proviennent de mon pied et qui se réfléchissent, donc qui proviennent de mon pied, qui se réfléchissent ici sur le miroir, et puis donc qui créent l'image, le pied virtuel ici dans le miroir, et qui vont reprendre par ici en faisant l'angle, en faisant le rayon réfléchi via l'angle réfléchi, on voit bien qu'ils ont lieu à cet endroit ici que j'ai mis en rouge et pas plus bas. C'est-à-dire que si j'efface tout ça, je peux effacer toute cette partie du miroir. Et on voit bien que, étant donné que que ici ces deux angles sont égaux, si ces deux angles sont égaux, ben, la distance ici, ces distances aussi vont être égales, forcément. Donc, on va avoir notre 180 cm divisé par 2, qui est égal à 0,9 mètres. Autrement dit, la bonne réponse ici aurait été la D. Voilà. Bon, j'ai essayé, comme vous voyez, d'expliquer ce problème de diverses manières, et c'est en général ce que je fais. Je me suis peut-être un peu... Non, bon, encore une fois, ouais. Ouais, non, je pense que celui-ci, il faut connaître la théorie sur le miroir plan et ensuite savoir que le rayon réfléchi et le rayon incident sont les mêmes dans ce cas-là, et ensuite bien comprendre que il y a une partie du miroir qui est inutile en fait. Il y a une partie qui est totalement inutile. Et comme vous voyez, les 2 mètres, on n'en avait pas besoin. Qu'est-ce qui est compliqué dans cet exercice? C'est surtout de la réflexion, hein. Une fois qu'on connaît la théorie, il faut réfléchir. En physique, il faut réfléchir, c'est tout. Rien de plus. Et bien comprendre ce qu'est un rayon réfléchi et incident et comment partent les rayons lorsqu'ils sont dans un miroir. Voilà. Donc, je me suis occupé, comme j'ai pu, de mon exemple d'exercice d'optique.
Maintenant, je vais donner des exemples de la partie non scientifique pour terminer. Je vais faire ça rapidement tout de même, euh, mais pas trop parce que la vidéo commence déjà à être longue. Donc voilà. Donc pour la communication je l'ai expliqué en théorie. C'est essentiel pour un médecin. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Devant une situation complexe, un signe d'intelligence relationnelle d'un médecin pourrait consister en on ne dit rien ou on ne dit tout. Bon, dans ce genre de questions, en général, il y en a deux qui sont débiles et qu'on peut direct virer, et puis on hésite souvent entre les deux dernières, un peu comme le 50-50. Euh, qui veut gagner des millions, mais il faut savoir dire pourquoi, dans un QCM, pourquoi chaque réponse est bonne ou mauvaise. Il suffit pas de trouver une bonne, il faut aussi savoir dire que les trois autres sont mauvaises. À moins que ce soit vraiment évident. Donc, devant une situation complexe, nanana, on ne dit rien ou on dit tout, savoir dire je ne sais pas, je vais m'informer, dire ce n'est pas de mon domaine, c'est pas du domaine de ma spécialité. Bon, déjà, celle-là, elle va être fausse. Pourquoi? Parce que on ferme le dialogue, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité, on fuit des responsabilités, on fuit le dialogue, c'est pas ça. Rester très technique en utilisant un langage médical, ça va pas être ça non plus. Euh, Rester très technique en utilisant un langage médical, ça va pas être ça. Pourquoi? Parce que si on parle à quelqu'un de profane, un non scientifique, il va rien comprendre. Donc ça ne sert à rien. Rester technique n'apporte rien et n'apporte pas de solution. Ce qu'il faut faire, c'est apporter une solution à chaque fois. Et pour apporter une solution, moi, ce qui me paraît bien ici, c'est celle-ci. C'est savoir dire je ne sais pas, mais je vais m'informer. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que le je ne sais pas, donc c'est avouer qu'on ne sait pas. Déjà, c'est quelque chose d'humble. Et ensuite, je vais m'informer, donc je vais trouver une solution. Donc pour moi c'est celle-ci, et c'est pas non plus là on dit rien ou on dit tout. Bon, celle-là je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par celle-là, mais c'est sûrement pas un signe d'intelligence relationnelle, c'est de tout dire ou de rien dire. C'est pas quelque chose de malin. Pour moi le plus malin là c'est vraiment je ne sais pas, je vais m'informer, rester calme et dire ça quoi. Ensuite, vous faites un stage au service des urgences, il y a beaucoup de monde et les gens s'impatientent. Les gens s'impatientent, un patient qui a un bras en attente de monter à fil exige un médecin, le voit immédiatement. Que faites-vous pour gérer au mieux la situation? Vous préférez ne pas vous en mêler et vous accélérez pas. Vous accélérez le pas. Bon, celle-là, clairement pas. Un médecin a des responsabilités, il va pas s'enfuir à chaque fois qu'il y a un malade, d'accord? Donc clairement pas. Vous lui dites que vous n'en pouvez rien et que cela ne sert à rien de s'énerver. C'est déjà mieux, hein, sauf qu'il n'y a pas de solution. Donc on va pas prendre celle-là. Euh, alors ici, vous vous souvenez, ça c'est solution. Solution, ok. Ici c'est bien, mais il n'y a pas de solution. Donc c'est dommage. Vous expliquez que vous allez vous renseigner sur les raisons de cette attente et vous lui demandez de s'asseoir en attendant votre retour. Celle-là m'a l'air pas mal. Pourquoi? Parce qu'on explique calmement, on va se renseigner sur les raisons de cette attente, donc on va faire quelque chose pour aider le patient et on lui demande de s'asseoir pour attendre son tour, donc on lui demande de respecter les règles. Donc pour moi, ça m'a l'air très bien parce qu'on fait quelque chose, on cherche une solution. Vous demandez au patient de se calmer et d'attendre son tour comme tout le monde. Pas de solution non plus, hein. Pas de solution non plus. Voilà. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Concernant l'empathie, donc lorsque le médecin n'est pas d'accord avec un patient, mais qu'il veut procurer des soins,
de qualité et établir une bonne relation avec lui. Il choisira préférentiellement de convaincre son patient qu'il a tort. Bien sûr que non. On n'est pas là pour ça et on n'est pas là pour juger. De montrer gentiment que c'est lui qui a raison. Non, certainement pas. Là, faut se dire qu'on est vraiment dans l'empathie. Donc, il est possible que le médecin ait raison, mais là n'est pas la question. La définition de l'empathie, c'est comprendre le patient. Et donc, on va faire ça en écoutant et essayer de cerner les propos du patient. Et la dernière, c'était quoi? Renvoyer son patient chez un autre confrère. Bon, là, c'est vraiment fuir ses responsabilités. On peut renvoyer le patient chez un confrère quand on est bloqué, quand on ne trouve pas le diagnostic ou quoi, pas parce que le gars nous fait chier, quoi. C'est pas dingue. Alors, Martin s'est rendu chez un kiné pour des sévères douleurs au niveau du dos. Ces douleurs sont présentes depuis des années à la suite d'une mauvaise chute, là. Dans une perspective empathique, vous pensez que... Bon, déjà, en général, comme vous voyez, je lis même pas l'énoncé, je lis que la question à la fin. Enfin, je sais que ils vont toujours chercher la réponse la plus empathique. En général, l'énoncé ne sert pas à grand-chose, sauf à mettre un contexte. Alors, dans une perspective empathique, vous pensez qu'étant donné l'origine physique de ce mal de dos, comprendre les sentiments et le vécu du patient n'aura aucun impact sur la qualité des soins que le kiné lui donne. Donc là, on essaye d'être empathique, donc de comprendre les sentiments, et ici, justement, on nous dit que comprendre les sentiments et le vécu n'aura aucun impact. Donc ça, c'est clairement faux. Qu'il est nécessaire d'avoir souffert soi-même de douleurs chroniques pour bien comprendre les patients souffrant de douleurs. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans la sympathie, dans la sympathie et dans la compassion, ce qui est totalement différent de l'empathie. L'empathie, c'est comprendre. Là, on nous parle de vivre la douleur chronique, vivre les sentiments du patient. C'est beaucoup plus fort. C'est trop fort pour un médecin. C'est trop fort pour un médecin ou un kiné, quoi. Que le fait d'être à l'écoute du vécu de ses patients ne rentre pas dans le cadre de ses missions de kiné. Non, c'est faux. Donc forcément ça va être celle-là. En gros, les trois rouges nous disent qu'il faut pas comprendre les sentiments, il faut pas écouter. Et la verte va nous dire l'inverse sûrement. Qu'être concerné et attentif aux expériences personnelles de ses patients peut influencer positivement la relation et la qualité des soins du soignant. Voilà, toutes les trois autres disaient l'inverse. Partie éthique maintenant. Une jeune fille de 17 ans enceinte se présente dans un centre de planning familial pour se faire avorter. Elle ne souhaite pas que ses parents soient mis au courant. Quelle doit être l'attitude du médecin et de l'équipe qui l'accueille? Donc, éthique, là, on va toucher aux lois et à la conscience sociale. Hein. Donc, on va voir ça. Alors, il contacte immédiatement les parents car la jeune fille est mineure et ses parents en sont les responsables légaux. Faux. Elle ne souhaite pas, je vais mettre ça dans une autre couleur, mais elle ne souhaite pas que ses parents soient mis au courant. Et elle a droit au secret professionnel, donc ça c'est faux. C'est même limite illégal, quoi. Ils appellent le juge des enfants pour éviter des ennuis judiciaires. Bon, là, ils évitent les ennuis judiciaires, mais ils échappent à leur métier de médecin, en fait. Ils échappent à leurs responsabilités, donc c'est faux. Il procède immédiatement à l'avortement puisque c'est ce qui est commandé par la jeune fille. C'est pas faux, ok, mais on va vérifier la dernière. Il vérifie que la demande de la jeune fille s'inscrit bien dans le cadre de la loi sur l'interruption de grossesse. Il lui explique la procédure et l'assure du respect du secret médical. Ok. Voilà, celle-là est mieux. En fait, la 3 est un peu précipitée.
S'il n'y avait pas eu la 4, la 3 aurait été correcte pour moi, vu qu'on fait ce que demande la patiente. Mais dans la 4, c'est la 3, mais mieux, en plus en enjolivé, quoi. Il vérifie que la demande est correcte, il lui explique, ils prennent le temps, et c'est ce qu'on fait toujours dans ce cas-là. Donc, on élimine finalement celle-là aussi. Alors, la loi sur la procréation médicalement assistée précise qu'une procréation médicalement assistée ne peut être réalisée sur une patiente de plus de 45 ans. Une femme de 55 ans se présente dans un centre de procréation avec son mari de 35 ans. Madame a déjà 4 enfants issus d'un précédent mariage et monsieur n'en a pas. Il semble très amoureux et explique qu'il voudrait avoir un enfant ensemble, mais ce n'est pas possible car Madame est ménopausée. Quelle doit être l'attitude du gynécologue qui reçoit une telle demande? Alors, par où on va commencer? Allez, par la dernière. Il faut s'assurer que le couple a les moyens d'élever un enfant. Si c'est le cas, ouais, sûrement pas. Ça n'a... Enfin, on va certainement pas aller checker les comptes bancaires de ceux qui veulent avoir un enfant pour savoir s'ils peuvent s'en occuper. Bon, c'est de l'intrusion dans la vie privée et en plus, enfin, c'est un peu c'est immoral, quoi. La différence d'âge entre monsieur et madame est très importante pour accepter la demande. Bon, ça c'est du pur jugement, donc clairement pas. Le gynécologue ne peut donner suite à cette demande. C'est pas faux, parce que elle a 10 ans de trop, hein. Elle a 10 ans de trop, donc on va voir la dernière. Il doit s'assurer de la volonté réelle du couple d'avoir cet enfant en excluant d'éventuels troubles psychiatriques. Un psychologue doit être consulté. C'est l'avis de ce spécialiste qui déterminera la réponse du gynécologue. Bon, là je comprends que certains pourraient hésiter entre les deux dernières. Le fait est que, bon, pour moi, la bonne c'est plutôt le gynécologue ne peut donner suite à cette demande. Pourquoi? Parce qu'elle a 55 ans et la loi dit 45 max, non? Ouais, voilà, la loi dit 45 ans maximum. Donc, peut-être que ça peut se jouer à 1 ou 2 ans près, mais à 10 ans près, je ne pense pas. Donc, le gynécologue ne peut pas donner suite à cette demande. Et pourquoi la A n'est pas correcte pour moi? Parce que il doit s'assurer de la volonté réelle du couple d'avoir un trouble psychiatrique. Enfin, il n'a pas à émettre de jugement sur les troubles psychiatriques, c'est pas son boulot de gynécologue. Donc non. Ensuite, on va terminer avec le raisonnement. Donc dans le raisonnement, c'est souvent des graphes ou des questions. Bon, il y a des graphes, des textes. Ici, j'ai pas mis de texte parce que ça aurait pris du temps. Donc souvent, c'est des graphes aussi et comment dire, des questions où ils essayent de vous embrouiller, quoi. Donc les graphes ci-dessous montrent les taux de survie de 3 catégories de personnes. Les fumeurs, les non-fumeurs, les anciens fumeurs. La courbe de survie des anciens fumeurs dépend de l'âge auquel ils ont arrêté de fumer. Le taux de survie a été représenté pour des âges allant de 40 à 50 ans. Donc, ok, je vois. D'accord. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle résume le plus précisément et fidèlement l'ensemble des graphiques? Bon, on va choisir, on va commencer par celle-là. Un ancien fumeur qui a arrêté de fumer après 50 ans, après 55 ans, donc on est dans quel cas là? Un ancien fumeur qui a arrêté de fumer après 55 ans vit en moyenne à peu près aussi longtemps qu'un non-fumeur. Donc ancien fumeur, arrêt 55 ans. Donc on est ici et... Ok. Vit en moyenne à peu près aussi longtemps qu'un non-fumeur. Tac, 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 tac. Ouais, ok. Donc, on a ici les non-fumeurs en vert.
Les fumeurs en rouge et les anciens fumeurs en bleu. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être la courbe bleue et la courbe verte. Et on voit clairement ici, donc on va parler de ce graphe-ci, hein. Je vais noter le graphe 1, 2, 3, 4. On va mettre dans le graphe 4, on voit que notre courbe verte, notre courbe des non-fumeurs, est clairement au-dessus de la courbe bleue, ok. Donc les anciens fumeurs, ce qui veut dire que les non-fumeurs, les non-fumeurs de 55 ans vivent plus longtemps que ceux qui ont arrêté après 55 ans. Et c'est logique, on pourrait même conclure ça logiquement de ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, de ce qu'on entend sur la fumette. Alors, on va regarder maintenant ça. Un ancien fumeur qui a arrêté de fumer avant 35 ans. Alors, on est dans quel cas? Arrêt avant 35 ans. Donc, on est dans ce cas-ci, dans le cas 1. Vit en moyenne à peu près aussi longtemps qu'un non-fumeur. Ça m'a pas l'air faux. Qu'un non-fumeur. Un ancien fumeur qui a arrêté de fumer avant 35 ans vit en moyenne à peu près aussi longtemps qu'un non-fumeur. Notre courbe verte et notre courbe bleue là sont enchevêtrées, donc j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas fausse. Donc je vais mettre un V pour le moment. Maintenant je vais évaluer celle-là. L'espérance de vie d'un fumeur s'améliore toujours en moyenne s'il arrête de fumer. Alors là, suffit de voir les courbes, de comparer les courbes rouges ici aux courbes bleues. Alors, normalement, si les courbes rouges sont à chaque fois plus ou moins sous les bleus, ça devrait être bon. Donc ici c'est correct, la courbe rouge est sous la bleue, ici c'est correct, ici c'est correct, ici c'est correct, ici c'est correct. Donc ça c'est clair et c'est vrai. Ça c'est très bien même. Et là, donc maintenant on va voir celle-ci. L'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé est toujours plus grande que celle d'un fumeur. Alors pour moi ça c'est un piège. L'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé n'a rien à voir avec celle d'un non-fumeur. Donc pour moi ça c'est un piège, faut vraiment pas tomber dedans, faut pas mélanger les choses. L'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé est toujours plus grande que celle d'un fumeur. Ce qui est faux, c'est toujours. C'est le toujours qui est faux, c'est pas toujours plus grand. On peut. L'espérance. Non. Une personne peut très bien mourir d'une maladie cardiovasculaire à 40 ans alors qu'elle n'a pas fumé. Non, pour moi ça c'est faux. Le toujours est très. Il faut faire attention au toujours comme ça. Surtout qu'on ne peut pas ici, sur base de ces graphes, on ne peut pas comparer ça. Ici, on ne peut pas, sur base de ces graphes, comparer ça. On a l'espérance de vie d'un fumeur, ok, selon l'âge, mais on n'a pas... Attendez, que je vérifie. D'un non-fumeur. Non, on peut pas dire ça. On peut vraiment pas dire ça. Ouais. Donc maintenant, il nous reste, enfin on peut pas vérifier ça sur base de nos graphes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un ancien fumeur qui a arrêté de fumer avant 35 ans, vit en moyenne à peu près aussi longtemps qu'un non-fumeur. Donc c'est le 35 ans. Donc c'est ici.
Ça se joue, mais c'est un peu en dessous aussi, alors que la dernière est totalement correcte, et ça, j'en suis sûr. Donc, pour moi, je vais mettre, ça, c'est le genre de question auquel je répondrai pas forcément parce que j'hésite entre, parce que pour moi, il y en a deux qui sont correctes, mais la dernière est plus correcte que la deuxième. Donc, celle-là, je lui mettrai un V et celle-là, 3V, quoi. Donc celle-là, je la barre pas, ou alors je lui mets une petite barre verte, mais pour moi, c'est la quatrième. Voilà. Donc voilà, voilà qui conclut notre vidéo échantillon de prépa MD, histoire que vous ayez vu vraiment comment on fonctionne, c'est-à-dire euh, déjà avec une présentation orale, ensuite avec des exemples de théorie et d'exercices d'un peu partout. Donc voilà, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux ou sur nos téléphones.